Somnifère, le podcast. Il faut toujours se méfier de la surface des choses. Le monde est tout en profondeur et en complexité. C'est pourquoi les apparences sont si trompeuses, écrit Arthur Ténor. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 13 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de mademoiselle Séraphine, une employée modèle, une amie fidèle, une femme aimée de tous et à la réputation impeccable. Les habitants de sa petite ville ne tarissent pas d'éloges sur elle et le curé la surnomme même la sainte. Mais il faut bien souvent se méfier des apparences, et mademoiselle Séraphine cache en réalité un incroyable secret. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. Détendez votre visage. Déplissez le front. Détendez le poing entre vos deux sourcils. Votre nez. Votre mâchoire. Votre langue. À présent, portez simplement votre attention sur votre visage et à nouveau observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les de tout leur poids. Abandonnez-les sur le matelas sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts. Laissez votre main se détendre complètement.
Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras, puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages, flottant dans le ciel. Portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. À présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant
À leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Ils semblent également former des lettres. Essayez peut-être de les deviner comme quand nous étions enfants. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Georgista, Mademoiselle Séraphine. Depuis 30 ans, Mademoiselle Séraphine est caissière à la grande confiserie parisienne, le plus beau magasin de la place d'Armes. 3 patrons se sont succédés dans l'établissement, la boutique s'est transformée, les fillettes qui venaient autrefois acheter 2 sous de berlingots sont devenues des mamans. Tout a changé, évolué. Seule Mademoiselle Séraphine est restée pareille, menue et silencieuse, à peine un peu plus jaunie, un peu plus ridée, dans son éternelle robe noire qui semble être toujours la même et ne pas vieillir plus qu'elle. Chaque patron, en s'en allant, a dit à son successeur : « Surtout, gardez bien Mademoiselle Séraphine, c'est un trésor, cette fille-là. » Et il manquerait quelque chose à la clientèle, aux belles dames qui viennent grignoter des gâteaux entre 4 et 6 heures, si l'on ne voyait plus derrière le comptoir le sourire si perpétuellement poli de ses lèvres minces et exsangues, sa calme activité de bonne employée toujours penchée sur ses livres, indifférente aux 1000 potins jacassés autour d'elle. Au moment des repas, ou quand la boutique est déserte, Mademoiselle Séraphine ne se mêle pas au babillage des demoiselles de magasin, toujours occupées à se dénigrer mutuellement, à médire des clientes et de leurs toilettes. Sa voix douce n'intervient que pour apaiser les querelles, réconcilier 2 amis brouillés, faire entendre de sages appels à la modération, quand les commérages deviennent trop agressifs ou trop dangereux. Chut,
Mademoiselle, ce n'est pas gentil ce que vous faites là. Sans compter qu'on peut vous entendre. » Aussi, toutes sont d'accord pour reconnaître les qualités exceptionnelles de la caissière. Sa douceur imperturbable et son esprit de bonne camaraderie. On la consulte volontiers dans les cas difficiles à propos des amourettes ébauchées au jour de sortie. Elle donne de sages conseils, honnêtes et prudents, et l'on sait par expérience qu'elle ne commettra pas ensuite la moindre indiscrétion. Quant au curé de la paroisse, il déclare que mademoiselle Séraphine est une sainte. Car elle est pieuse, très pieuse, allant chaque jour à la première messe, se levant à la chandelle par les frissonnantes nuits d'hiver pour gagner l'église de son pas silencieux et paisible, dans l'obscurité lourde et angoissante des rues encore endormies. Au retour, c'est elle qui éveille ses camarades, frappant 10 fois s'il le faut à la porte des paresseuses qui s'attardent dans la tiédeur des draps, mettant une patience inlassable à leur éviter d'être grondées pour une entrée tardive au magasin. C'est un modèle, c'est un trésor, c'est une sainte. Tout le monde à l'envi chante ses louanges. Elle ne paraît pas s'en apercevoir, toujours effacée, modeste et silencieuse. La lecture est son seul plaisir avoué. Sitôt la journée finie, tandis que les autres demoiselles s'attardent en des bavardages interminables, elle gagne sa petite chambre située sous les toits, portant de façon bien ostensible un des chastes romans, approuvés par l'archevêché, qu'elle emprunte au cabinet de lecture voisin. Elle allume sa bougie, s'enferme au verrou, voile le trou de la serrure d'un vêtement pendu au bouton de la porte, puis jette sur sa petite table avec un singulier dédain l'honnête volume. Et soudain, à l'abri de toutes les curiosités, dans la sincérité d'une solitude certaine, mademoiselle Séraphine se transforme d'étranges façons. Plus de regards éteints et baissés, plus de sourires aimables et tranquilles, plus de gestes mesurés et calmes, plus rien de ce qui caractérise pour toute la ville la bonne vieille demoiselle connue depuis 30 ans. Une flamme s'allume dans les petits yeux noirs et perçants. Des dents pointues soulèvent, en un sourire méchant et vindicatif, le coin des lèvres pâles et sinueuses. Les petites mains ridées et sèches gesticulent, crispées et frénétiques. Sur ses semelles feutrées et silencieuses, mademoiselle Séraphine marche à grands pas, va et vient dans sa petite chambre comme une panthère dans sa cage, ou comme un poète qui cherche des rimes. Et des mots inattendus, incroyables, des mots ignobles, injurieux, orduriers, passent entre ses dents serrées très bas, dans un sifflement à peine perceptible, pressé, rageur, bouillonnant comme l'exhalaison malsaine des gaz fétides et des eaux fermentées qui crèvent le sol d'un marécage. Elle s'arrête parfois et, debout au coin de la table, jette sur un bout de papier la phrase qu'elle vient de construire avec tant de peine. Puis elle reprend sa promenade inspirée, cherchant des mots plus sales, des termes plus injurieux encore. Son brouillon achevé, elle le relit, rature, corrige, ajoute une perfidie, un qualificatif flétrissant. Enfin, contente de sa tâche, elle la recopie sur du papier écolier, banal et impersonnel, lentement, de la main gauche, ce qui lui fait une grosse écriture tremblante, aux masses, où personne ne songerait à reconnaître les jolies pattes de mouche de la vieille caissière. Mademoiselle Séraphine passe ses soirées à écrire des lettres anonymes. Tout le jour durant, installée à sa caisse, impassible, indifférente en apparence,
elle ne perd pas un mot des racontards, des suppositions, des calomnies qui montent autour d'elle, dans l'atmosphère de nervosité et de médisance que créent 20 bavardes s'exaltant l'une l'autre. Les demoiselles de magasin répètent pendant les repas ce qu'elle n'a pas entendu. Les porteuses, courant la ville tout le jour, entrant dans chaque maison, rapportent à la confiserie les conversations malveillantes ou haineuses des cuisinières et des cochers. Mademoiselle Séraphine écoute tout cela, penchée sur ses registres ou son fade roman, impassible en apparence, mais dévorée de joie et de curiosité. Avec une imagination désordonnée de feuilletoniste en délire, elles couent ensemble, pour en former des histoires absurdes et monstrueuses, les racontards les plus disparates, les plus faux, les plus invraisemblables, compliquant tout, salissant tout, concluant des moindres faits aux pires conséquences, transformant la petite ville froide et guindée en une Sodome infâme, digne d'attirer à nouveau le feu vengeur du ciel. Le soir, dans sa petite chambre, elle rédige pour les maris, pour les pères, pour les fiancés, toute la chronique scandaleuse de la ville, déformée, grossie, envenimée, aggravée et salie encore par l'emploi des termes les plus orduriers, par des reproches personnels d'imbécilité ou d'aveuglement volontaire. Et les calomnies s'envolent aux quatre coins de la ville, éveillant les jalousies, fouettant les colères, aggravant les dissensions, empoisonnant les heures de ceux-là même qui n'y veulent pas croire, semant partout les germes indéracinables de la méfiance et du soupçon. Depuis 30 ans, une terreur sourde plane sur la ville. Il n'est pas une maison où l'on ait reçu des lettres anonymes, où l'on en ait souffert et pleuré. Pourtant, on en parle à peine, à voix basse et devant des amis sûrs, dont chacun craint d'irriter l'invisible ennemi, de s'attirer de nouvelles attaques. 2 ou 3 fois, après des scandales si éclatants que tout ménagement devenait inutile, des plaintes ont été déposées en justice. Jamais les enquêtes n'ont abouti. On a soupçonné des innocents, amoureux déconfits, domestiques congédiés, bavardes que leurs habitudes médisantes rendaient suspectes. Un employé de la poste a même été condamné, cassé au gage, malgré ses protestations. Il a émigré en Amérique, mais les lettres anonymes, impitoyables, inlassables, n'en ont pas moins continué leur terrible besogne. Peu à peu, le silence s'est fait dans la crainte grandissante et inavouée de tous. Mais de temps à autre, une rupture, un divorce, un scandale nouveau font murmurer bien bas entre clientes de la confiserie. Encore les lettres anonymes. Mademoiselle Séraphine ne lève pas la tête, ne sourcille pas. Paisible et appliquée, elle inscrit les commandes dans les gros registres de sa jolie écriture penchée et régulière. Les patrons la traitent comme si elle était un peu de la famille. Les clientes les plus huppées lui sourient gentiment, l'appellent par son petit nom. Les demoiselles de magasin s'abstiennent, à son égard, des petites méchancetés sournoises qu'elles se prodiguent l'une à l'autre. Tout le monde l'aime et la respecte. C'est un modèle, c'est un trésor, c'est une sainte. Il est tard, toute la ville dort. Là-haut, dans sa mansarde, mademoiselle Séraphine brûle soigneusement son brouillon, en écrase les cendres en une poussière impalpable qu'elle jette au vent par la fenêtre entr'ouverte.
Elle relit une dernière fois sa lettre, en rédige l'adresse de sa grande écriture de la main gauche, tremblée et impersonnelle. Puis elle cache l'enveloppe dans une poche secrète de sa robe. Demain, en allant à la première messe, elle la glissera à la poste d'un geste tranquille et discret, en passant devant la boîte sans même ralentir le pas, bien gardée du reste par la nuit complète encore et par le sommeil de tous. Elle se couche. À travers les minces cloisons des mansardes, elle entend des corps qui se tournent et se retournent dans l'insomnie, des voix qui balbutient des mots sans suite. Excédées par leur besogne fastidieuse, énervées par la claustration, les demoiselles de magasin rêvent de longues promenades dans la campagne claire et joyeuse, de bals, de rendez-vous, de fringants militaires galants, empressés, amoureux. Elles rêvent d'avenir, d'amour, de fortune. Elles rêvent qu'elles ont un mari qui les aime bien, qu'elles sont patronnes à leur tour, qu'elles ont de beaux enfants à élever et à chérir. La vieille caissière s'endort. Elle rêve aussi. Elle rêve aux fiançailles qu'elle fit rompre, au divorce qu'elle provoqua, aux neveux qu'elle fit déshériter à tant de familles brouillées par elle, à tant d'âmes où elle fit éclore les fleurs vénéneuses et indestructibles du soupçon et de la haine. Puis, le songe s'embellit, se magnifie. Mademoiselle Séraphine sourit dans son sommeil, car elle rêve que son plus cher désir est exaucé, sa plus grande ambition réalisée. Elle rêve qu'elle a tué le bonheur d'un de ceux-là qui ne lui ont rien fait, mais qu'elle exècre de toutes les forces de son âme, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont aimés, tandis qu'elle est laide, pauvre et solitaire. Et il y a plus de joie, plus de bonheur, plus de passion délirante dans le soupir heureux que pousse mademoiselle Séraphine que dans tous ceux qui s'exhalent autour d'elle, chez les pauvres filles, où l'on rêve d'amour loyal et partagé, d'honnête labeur et de dévouement infini. Bonne nuit. Bonne nuit.